Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire spécial qui a pour titre « Quelle technique de PMA choisir pour devenir maman en solo ?» que nous avons organisé en collaboration avec la plateforme Concevoir en solo. Aujourd'hui, nous comptons avec la présence de Bijou Boulindera, qui dirige Concevoir en solo, et nous comptons aussi avec la présence du Dr Federica Mofa, directrice médicale de Fertilab Barcelona. L'avenir de la PMA est bel et bien présent. Fertilab Barcelona vous invite à un voyage à travers la véritable personnalisation de la procréation médicalement assistée. Le but étant que les patients puissent avoir votre enfant en bonne santé le plus rapidement possible et avec un maximum de garantie. Au cours de ce webinaire, nous parlerons de tous les types de traitements de PMA destinés aux patientes qui souhaitent devenir maman en solo. Chaque cas de PMA est unique et spécial pour nous. C'est donc pour cela que nous voulons vous expliquer pourquoi il est si important d'appliquer des protocoles personnalisés. Il est primordial que chaque patient se sente soutenu par un accompagnement chaleureux et humain, ainsi que la mise à leur disposition de meilleures technologies. Donc, sans aucun doute, c'est la combinaison parfaite qui permet d'offrir les meilleurs résultats en PMA. Je cède donc la parole à Bijou Boulindera. Nous vous remercions énormément, Bijou, de tout ce que vous faites. Merci. Bonsoir à toutes. Je m'appelle Bijou Boulindera et je suis maman solo d'un petit garçon de 5 ans. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis auteure du livre Concevoir en solo et croire en sa capacité d'être mère, qui est vendu sur Amazon, à la FNAC, Books on Demand, etc. J'ai écrit ces livres pour accompagner les femmes qui sont dans la démarche de concevoir en solo et qui ne savent pas par où commencer, ni comment gérer et surtout digérer l'information qu'il y a sur le web. J'y livre dans la première partie mon parcours personnel pour la conception de mon fils en solo et dans une deuxième partie, c'est un guide qui explique étape par étape la conception en solo, la maternité en solo et élever un enfant en solo, le parcours, le cheminement de questionnement, le regard des autres, la vie sociale, etc. Je suis aussi fondatrice du groupe Facebook Concevoir en solo, qui est une plateforme où aujourd'hui plus de 1300 femmes viennent échanger sur leur parcours en solo en toute confiance, dans le respect et la courtoisie. J'y interviens gratuitement comme coach de vie et modératrice. Cette plateforme est dynamique grâce à la collaboration avec certaines cliniques qui nous soutiennent au travers des webinaires comme celui-ci et aussi au travers d'offres de réduction sur les prix des traitements de la PMA. On sait tous combien ça coûte cher. Donc, c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous recevons le docteur Mofa de la clinique Fertilab pour nous présenter quelle technique de PMA choisir pour devenir maman solo et surtout répondre à nos questions parce que j'en reçois beaucoup sur la plateforme. Je laisse la parole au docteur Mofa. Merci. Je voulais juste faire une petite présentation. Voilà, le docteur Federica Mofa, directrice médicale de Fertilab Barcelona. Le docteur Mofa, elle est diplômée en médecine et chirurgie à l'université de Turin. Elle est spécialiste en gynécologie et obstétrique et détient un doctorat en sciences cliniques à l'université de Turin. Alors, tout d'abord, et là, je cède la parole à notre directrice, je vais vous expliquer la dynamique de ces webinaires. Comment pouvez-vous adresser vos questions au docteur ou à Madame Boulindera? C'est très facile. Dans la section questions, vous devez écrire vos doutes. Très important. Seulement dans la section questions. Vous verrez qu'il y a une autre section appelée chat qui ne sera utilisée que pour interagir entre vous. Ce n'est pas dans cette section où vous devrez poser vos questions. Les questions que vous posez au médecin seront totalement confidentielles. Aucun participant ne pourra les voir. Et là, voilà, je cède la parole au docteur Mofa, directrice médicale de Fertilab Barcelona. Merci beaucoup, Gloria, et merci pour me donner la possibilité de parler en traitement de PMA en solo. Je suis toujours ravie de recevoir des femmes qui ont un projet qui est
la plupart des fois très claires, hein, mais la plupart des fois, quand ils viennent chez nous, ils ont besoin de comprendre. Je pense que tout d'abord, il faut passer par la compréhension, tout d'abord de notre état de santé, de notre fertilité potentielle, et après donc aller vers un traitement qui nous donne des taux de réussite corrects, voire bonnes, par rapport à notre situation de base. Donc, entre les femmes qui viennent pour chercher un enfant solo, il y a des femmes qui sont potentiellement fertiles et simplement, elles auront besoin d'un don de sperme. Mais il y a aussi des femmes qui ont peut-être aussi un besoin d'aide vis-à-vis de leur potentiel de fertilité. Et donc, parfois, on arrive même à conseiller de passer sur un double don ou en traitement par don d'embryon. Je vais peut-être décrire, je ne sais pas si on va mettre la présentation. Voilà, OK. Donc, très rapidement, Fertilab, c'est une clinique qui existe depuis 25 ans et ça a été fondé par un biologiste. Et donc, je pense que ça, c'est important quand les patientes viennent chez nous. Justement, Bijou disait, c'est pas facile de choisir et quels sont les critères pour décider entre une clinique et l'autre. Je pense que dans la fertilité, il faut être consciente que le laboratoire de fécondation sur le noyau d'une clinique et Fertilab, comme ça existe depuis très longtemps, a démontré une sécurité et surtout qu'on a aussi une banque de sperme à nous et aussi une banque d'ovocytes. Le fait d'être une banque de sperme, surtout quand c'est le moment de choisir un appareillement correct, soit d'un point de vue phénotypique, mais aussi génétique. On verra peut-être pourquoi je parle de génétique. Le fait d'avoir la banque de sperme dans nos installations, c'est un grand avantage, évidemment. Voilà. Donc, la sélection de donneurs de sperme, justement. Donc, on commence à parler de l'appareillement avec un donneur de sperme. Il faut suivre la loi, évidemment. Dans chaque pays, il y a des lois différentes. En Espagne, le don de sperme, comme le don d'ovocytes, mais là, on parle de don de sperme, c'est anonyme selon la loi. Et il faut suivre des critères de sécurité qui sont basés sur l'âge du donneur. Par rapport à l'âge, on a des limites entre 18 et 50, mais nous, on a posé notre limite supérieure à 40. On a décidé que nos donneurs, ils ont un âge entre 18 et 40. C'est anonyme et on fait certains types de tests, à part les tests de virologie, on fait aussi des tests génétiques. Peut-être que entre vous, il y en a qui ont décidé ou qui ont connu ce type de matching génétique. On peut tous être porteurs de mutations. Et donc aujourd'hui, avec une simple prise de sang chez le donneur et chez la patiente, on peut voir s'il y a une compatibilité génétique pour réduire le risque des porteurs sains, par exemple, se croisent et qu'ils puissent avoir un enfant malade de maladie génétique. Je fais un exemple que peut-être tout le monde connaît, la mucoviscidose. C'est une mutation assez fréquente. La drépanocytose, par exemple, donc dans certaines populations. Voilà, aujourd'hui, c'est possible d'aller faire des tests génétiques. Chez les donneurs, on fait déjà des tests de base et si on veut, on peut faire les tests de deux côtés pour réduire les risques de maladies génétiques. Donc, la technique la plus simple quand on parle de don de sperme, c'est évidemment l'insémination intra-utérine. On parle de IAD, insémination artificielle avec donneur.
C'est une technique simple, peu invasive. Il s'agit simplement de déposer un échantillon de sperme de donneur au moment de l'ovulation de la patiente. Donc, en gros, on est en train de reproduire les conditions naturelles de tomber enceinte. Évidemment, c'est une technique qui peut s'appliquer s'il n'y a pas des gros soucis au niveau de la fertilité de la femme. Hein. Donc, en général, on propose ça aux patientes qui ont possiblement moins de 35 ans. On peut en discuter entre 35 et 40, hein, mais évidemment, la fertilité naturelle doit être correcte. Et il faut que les trompes soient ouvertes. Tout simplement, les probabilités de réussite d'une insémination sont les mêmes que la patiente aurait sur des relations sexuelles. Mais quand on parle de... je vais peut-être passer parce que ici on parle de don d'embryon, je le laisserai à la fin. Je préfère parler justement de la fécondation in vitro avec don de sperme. Si on parle de fécondation in vitro, c'est parce qu'on pense que pour augmenter le taux de réussite, la patiente nécessite de passer à travers une stimulation ovarienne qui puisse donner plusieurs ovocytes à la fois. Et on va féconder directement dans une éprouvette les ovules de la patiente avec le sperme de donneur pour pouvoir, après, sélectionner les embryons et choisir des embryons de bonne qualité. Parfois, on arrive à appliquer aussi des techniques de test des chromosomes sur les embryons. C'était le DPI ou diagnostic implantatoire. Aujourd'hui, on l'appelle PGTA, hein, comme en anglais. Mais simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand une patiente est là plus que 38 ans, on sait qu'une bonne partie des embryons qu'elle va produire, ils peuvent avoir des altérations des chromosomes, voire il y a un risque plus élevé de fausses couches et de malformations. Donc, si on fait une fibre, on regarde à l'intérieur l'embryon avant de le remettre chez la patiente. Ce serait un peu comme si on faisait une amniosynthèse avant de transférer l'embryon. Quand le don de sperme doit être accompagné aussi par un don d'ovocytes, c'est parce qu'on pense que la qualité des ovules ou la quantité des ovules de la patiente ne permettra pas d'arriver à obtenir une grossesse avec un embryon en bonne santé. Et je parle surtout des cas où la réserve ovarienne est très faible et l'âge est déjà au-delà de 42-43 ans. Même si on a des cycles réguliers, même si on est en super bonne santé, d'une manière tout à fait naturelle, la qualité des ovules diminue d'une manière assez dramatique après les 40 ans et surtout après les 42-43. Et donc, on se retrouve parfois à devoir prendre une décision comme quoi si on veut être maman d'un bébé en bonne santé, il faut s'orienter vers le double don d'ovules et les dons de sperme. À ce moment-là, à la clinique, on va faire une fécondation in vitro avec 2 donneurs et on va transférer chez la patiente l'embryon. Et les taux de réussite, en ce moment-là, remontent au niveau de taux de réussite des patientes qui ont une fertilité favorable. Il y a encore le don d'embryon, donc je reviens peut-être en arrière sur la présentation. Le don d'embryon, simplement, c'est aussi un double don, mais on ne va pas faire un cycle de fécondation à nouveau, c'est-à-dire exprès pour la patiente. C'est un cycle dans lequel nous, on va dans la banque des embryons congelés, trouver un embryon qui correspond à la patiente et on fait simplement un transfert d'embryon congelé. C'est une sorte d'adoption d'un embryon qui existe déjà. Là aussi, comme les critères pour l'adoption d'embryon sont les mêmes critères du don, les probabilités de réussite en don d'embryon sont aussi comparables en certaine façon au double don. Donc, je pense que ça, c'était un super résumé, très, très, très rapide. Et donc, maintenant, je pense qu'on peut, si Bijou veut, commencer avec les questions.
Très bien. Moi, j'ai une D'accord, première vas-y. question, hein. On parle souvent Oui, de, bien sûr. on parle souvent de la sélection des donneurs, mais comment se fait la sélection des donneuses? Oui, les critères sont pratiquement les mêmes, évidemment, avec des choses qui sont différentes à cause voilà, du fait que c'est des hommes et des femmes. Mais tout d'abord, on applique le même critère de l'anonymat. L'âge des donneuses, par contre, est limité à 35. Justement parce que c'est plus délicat l'impact de l'âge sur les femmes que sur les hommes. Donc, donneurs de sperme jusqu'à 40, donneuses d'ovocytes jusqu'à 35. Et par rapport aux tests génétiques dont je parlais pour faire le matching, c'est la même chose parce que la probabilité, voire le risque d'être porteur d'une mutation, c'est la même chez une donneuse que chez un donneur. Donc, on fait les mêmes tests de porteurs d'anomalie. On fait le karyotype des deux côtés. Et les donneuses, évidemment, on va nous faire une visite du gynéco pour voir la réserve ovarienne, parce qu'à une donneuse, on demande d'être jeune et d'avoir une très bonne réserve. Donc, évidemment, ça correspond à des critères de fertilité potentielle élevés. D'accord. Juste pour compléter cette question-là, c'était le début d'une deuxième question. Comment on fait le matching entre la patiente et le donneur ou la donneuse, mais d'une manière physique, parce que beaucoup de femmes se demandent physiquement, j'ai peur qu'elle me ressemble pas et tout ça. Oui, c'est une très bonne question. Là aussi, il faut tout d'abord se baser sur la loi. Je pense que l'Espagne, et c'est pas par hasard que l'Espagne, c'est le pays en Europe où on fait plus de traitements avec donneurs et donneuses, parce que je pense qu'on a une loi qui est bien faite. Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il faut rechercher le meilleur appareillement physique qu'on peut entre la receveuse et le donneur de sperme, voire la donneuse d'ovules. Donc, évidemment, on se base sur le phénotype, sur l'origine ethnique aussi, et donc, on va apparier. C'est clair que ça n'existe pas une personne identique à l'autre au monde. Ça, on le sait. Ça n'existe pas des clones. Il y a simplement des jumeaux qui peuvent être identiques, mais voilà, c'est des frères. Là, mais on peut trouver des ressemblances très, très bonnes. Et donc, c'est ça qu'on fait. Nous, d'ailleurs, à Fertilab, on demande toujours une photo aux patientes. On demande de remplir une fiche avec toutes les données phénotypiques, la taille, le poids, la couleur des yeux, etc., tout. La photo. Et avec ça, on a une équipe de matching phénotypique. Il y a vraiment une équipe de gens qui sont formés pour ça et qui vont choisir. Et parfois, ça m'arrive, s'ils ont des doutes, ils demandent toujours au médecin qui suit la patiente. Parfois, moi, j'aime bien quand je parle avec une patiente, je demande, pour vous, c'est quoi très important pour vous reconnaître dans l'enfant? Peut-être pour quelqu'un, la taille, c'est très important, ou la couleur des yeux, c'est la chose qui vraiment représente son typique. Donc, voilà, on écoute les patients pour essayer de faire le meilleur appareillement possible. D'accord, ouais, très bien. Gloria, je vous laisse lire les questions des autres et puis j'interviendrai plus tard. Merci beaucoup. Alors, Valérie, la première question. Il y a une dame qui nous demande, quand on n'a jamais essayé de tomber enceinte et qu'on n'a donc aucune idée de l'état de sa fertilité, par quelle technique commencer? Merci beaucoup. Plus qu'une technique, il faut commencer par un bilan de fertilité de base. Donc, normalement, le minimum pour avoir une idée de sa fertilité potentielle, c'est de faire un test d'hormones. Normalement, on demande en début de cycle pour tester les hormones. Peut-être on a entendu parler de l'AMH, FSH. L'AMH, l'hormone antimulérienne, c'est vraiment un paramètre très important pour évaluer la réserve ovarienne. Et on fait aussi une échographie en début du cycle pour regarder
dans les ovaires s'il y a un bon nombre de follicules. Et avec l'échographie, on peut aussi évidemment regarder l'utérus. Les trompes, par contre, il faut les tester avec un test spécifique qui s'appelle hystérosalpingographie. C'est un terme un peu compliqué. Soit c'est un test, donc on injecte un liquide de contraste et on regarde si ça passe à travers les trompes. Parce que dans l'échographie, les trompes, on ne les voit pas. Sauf si elles ont un problème, alors on peut les voir. Mais sinon, pour vérifier sa fertilité de base, voilà, test d'hormones, échographie et test des trompes. Merci beaucoup, Dr Moffa. Question suivante. Comment est-ce qu'on choisit de s'orienter vers un double don ou vers une adoption d'embryon? C'est une très bonne question. Comme Bijou le demandait comment vous faites l'appariement, c'est clair que si j'ai une patiente qui effectivement veut un bon appariement phénotypique, je dois forcément aller chercher un donneur, une donneuse et faire un cycle qui est fait, disons, pour la patiente. Et donc, tous les critères vont suivre l'appariement phénotypique des deux côtés. Et en plus, sur le cycle de fécondation, je vais obtenir probablement plusieurs embryons disponibles. Donc, c'est un cycle qui me donne plusieurs tentatives de transfert. Donc, c'est un cycle personnalisé et fait pour la patiente. Le don d'embryon, ça va de soi que moi, je vais chercher dans la banque un embryon qui a une bonne ressemblance, mais l'embryon existe déjà. Donc, parfois, on ne peut pas faire un appariement tellement précis au niveau phénotypique. Et en plus, l'embryon, c'est un embryon. Si ça échoue, je dois aller chercher un autre embryon qui peut-être n'a rien à voir avec le premier que je viens de transférer. Merci beaucoup, Dr Moffa. Question suivante. Je veux avoir 34 ans, mais j'ai une AMH à 0,3. Le comptage de follicules, 5 plus 4, et à l'hystéro, j'ai une trompe très bien, et de l'autre côté, un passage plus de 3. Est-ce que j'ai des chances avec l'insémination artificielle avec don de sperme ou pas? Merci. Je n'ai pas compris l'âge de la patiente. Elle va avoir 34 ans. Ah, 34, ok. C'est clair que la situation n'est pas idéale pour aller vers l'insémination. Parce que s'il y a déjà une trompe qui n'est pas ouverte et la réserve ovarienne est inférieure à ce qu'on s'attendrait pour l'âge, je pense que cette patiente, elle peut, si elle veut avoir des chances plus élevées, elle devrait aller directement à la fécondation in vitro. Mais c'est vrai qu'à 34, si on n'a jamais essayé de tomber enceinte naturellement, on peut peut-être envisager une insémination ou deux, voir si on a de la chance, avant de passer à la FIV, que c'est plus invasif. Mais en termes de probabilité, c'est clair que c'est une patiente qui est une bonne candidate pour la FIV. Merci beaucoup, Dr Moffa. Il y a une dame qui nous adresse. Je vais peut-être répondre à une question que je vois apparaître parce que sur le test des trompes, justement, quelqu'un me dit AIFOSI, c'est le test de perméabilité des trompes avec l'échographie. Oui, j'ai parlé des hystérosalpingographies, que c'est des tests classiques, mais ça existe aussi le même test par échographie. D'ailleurs, j'aime bien ce test, c'est un peu moins invasif. Et donc, les deux tests sont valables pour tester la perméabilité des trompes. Merci beaucoup, Dr Moffa. Alors, nous avons une dame qui nous adresse cette question. Actuellement, en obésité, puis quand même effectuer une PMA. Merci. Si l'obésité peut avoir un impact négatif en PMA. Sûrement, les problèmes de métabolisme et notamment l'obésité peuvent avoir un impact. Et surtout, ça peut augmenter les risques de complications pendant la grossesse. Donc, on conseille toujours à une patiente qui a une obésité, ça dépend du BMI.
ça dépend si le BMI est supérieur à 30, supérieur à 35. Hein, il y a différents degrés d'obésité. Mais c'est clair qu'on conseille toujours de perdre du poids et surtout d'améliorer son métabolisme. Hein, parce que parfois, ça, c'est lié aussi à une résistance à l'insuline, à un risque de développer du diabète pendant la grossesse, du risque de complications de grossesse. C'est surtout vis-à-vis de ça. Merci beaucoup. Question suivante. À partir de combien d'essais de stimulation il faut penser au double don? J'ai 7 ovocytes, mais je n'ai pas répondu à la première stimulation. Merci. Alors, je pense que la patiente, elle parle d'une FIV, hein, et donc, si on n'arrive pas à stimuler les ovaires, donc on n'arrive pas à stimuler les follicules et on n'a pas d'ovocytes, ça dépend aussi de l'âge de la patiente. Je pense que si la patiente a moins que 38 ans, moins que 40 ans, on peut quand même essayer 2 ou 3 fois la stimulation avant de passer au don. Mais chez une patiente qui a plus de 40 ans, si elle ne répond pas du tout à la stimulation ovarienne, il faut, avec 1 ou 2 tentatives, il faut passer au don. Merci beaucoup, Dr Moffat. Alors, question suivante. Quelle est la durée de validité d'un bilan de fertilité? Si on parle comme bilan de fertilité, le bilan hormonal et les tests des trompes, 1 an, c'est valable. Après, il faut voir si entre-temps, on a eu des soucis. Évidemment, si entre-temps, j'ai eu mes règles qui ont changé, j'ai eu des irrégularités, j'ai eu des douleurs, évidemment, il faut actualiser les résultats. Mais si tout va bien et on a des cycles réguliers, la situation qu'on voit aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est stable pendant 1 an. J'avais une question concernant la FIV avec don de sperme. Est-ce qu'on peut décorréler la période de la ponction, c'est-à-dire stimulation et ponction, et la période du transfert de 1 an ou plus? Qu'est-ce qui serait conseillé? Merci aussi, ça c'est une très bonne question parce que de plus en plus, on fait ce qu'on appelle le transfert différé. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, on fait la stimulation ovarienne et la ponction. On récupère les ovocytes, on procède à la fécondation. Surtout quand, par exemple, on veut faire le diagnostic préimplantatoire sur les embryons d'office, on ne va pas transférer les embryons sur le même cycle. Donc, on va congeler les embryons, attendre le résultat génétique et on va les transférer sur un cycle suivant. Mais aussi parfois, même si on n'a pas cette contrainte de l'analyse génétique, parfois on décide de faire la même chose, soit congeler les embryons et les transférer plus tard, parce que ça a été démontré que dans les cycles où on est fort stimulé pour avoir beaucoup d'ovocytes, ce n'est pas les cycles idéaux pour la réceptivité de l'endomètre. Quand les estrogènes montent beaucoup, parce qu'on veut beaucoup d'ovocytes sur la ponction, donc ça, c'est quelque chose qui a un avantage au moment de la fécondation. En même temps, ça peut diminuer la réceptivité de l'utérus sur le cycle de stimulation. Donc, on peut congeler et transférer les embryons sur un cycle naturel quand on veut, parce que ce n'est pas obligatoire le mois suivant. On peut aussi attendre 2 ou 3 mois, ou même si on a une grossesse et on a encore des embryons congelés, les probabilités de tomber enceinte sur les congelés sont les mêmes après 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais lire une autre question. C'était sur les sujets du surpoids. Est-ce qu'un surpoids important chez la patiente peut être éliminatoire dans les suivis potentiels?
Mais on a dans les centres, on a des limites, comme on a des limites d'âge, on a aussi des limites par rapport aux risques liés à la grossesse et donc, entre autres, des limites sur le BMI. Évidemment, si une patiente a un BMI qui excède les limites qu'on s'est données dans les centres, on peut dire à la patiente qu'on peut la suivre si elle fait un régime et qu'elle revient avec un BMI qui rentre dans les critères. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de suivre la patiente, c'est parce qu'on sait que si une patiente tombe enceinte dans certaines conditions, le risque de fausse couche, des complications, d'accouchement prématuré ou d'autres complications même plus graves est très élevé. Merci beaucoup, Dr Moffat. Question suivante. Pour une femme de 30 ans avec une AMH 2, combien de tentatives d'IAD seraient nécessaires à votre avis? Merci beaucoup. Donc, 30 ans, AMH 2, donc j'imagine que tout le reste est bon, les tronches sont ouvertes, etc. Moi, une patiente qui a une bonne réserve et les jeunes, je tenterai jusqu'à 5-6 fois, hein, parce que c'est les statistiques. Nous, en général, on fait le point après 3. Hein, donc, statistiquement, après 3 inséminations, pratiquement la moitié des patientes ont obtenu la grossesse. Et donc, après 3 inséminations, on décide avec la patiente si on repart sur un autre cycle de 3 inséminations ou si à un moment donné, on change sur la FIV. Parce que peut-être c'est aussi psychologique. La patiente elle peut dire ok, je comprends que je peux continuer les inséminations, mais je suis fatiguée, je veux passer à la technique qui me donne directement 50% par transfert. Merci beaucoup. Nous avons une personne qui nous adresse cette question. Il y a 10 ans, j'ai été opérée de kystes dermoïdes aux 2 ovaires. Est-ce que ça peut jouer sur mon bilan de fertilité? Est-ce que ça peut venir de mon problème de fertilité à 34 ans? Merci. Oui, donc les kystes dermoïdes, c'est des kystes solides à l'intérieur de l'ovaire. Il faut voir la dimension. Là, c'était bilatéraux, donc des 2 côtés. Et il faut voir si, au moment de l'intervention, quand on a retiré les kystes, on a été très conservateur ou pas. Parfois, ce n'est pas facile. Hein. Même si on décide qu'on retire que le kyste, c'est possible que le tissu ovarien, donc la réserve ovarienne sur le reste de l'ovaire, soit aussi abîmé. Donc, il faudrait faire un bilan d'AMH. Hein. On voit parfois des patientes qui ont eu des opérations pour des kystes. C'est vrai qu'on a retiré les kystes, mais leur réserve ovarienne, elle est un peu diminuée par rapport à ce qu'on s'attendrait selon l'âge. Et donc, oui, c'est possible qu'une infertilité soit liée aussi à des séquelles de l'intervention chirurgicale. Merci beaucoup, Dr Moffat. Question suivante. Quelle est l'épaisseur idéale de l'endomètre pour favoriser l'implantation du fœtus? Merci. Donc, en général, entre 7 et 9-10 mm, c'est une épaisseur adéquate. L'important, à part l'épaisseur, c'est très important la qualité de l'endomètre, c'est-à-dire l'aspect. Hein. C'est très important que l'endomètre soit trilaminaire, hein, une ligne triple. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos d'échographie d'endomètre. C'est très typique. Donc, l'épaisseur, c'est important. Je dirais idéalement entre 7 et 10 mm. Et l'aspect. Parfois, il y a des patientes que c'est très compliqué d'arriver à 7 mm et parfois, on a fait des transferts à 6 mm avec un endomètre trilaminaire et on a eu des bébés. Donc, il faut à chaque cas voir, parfois, on décide de procéder au transfert même avec 6 mm. Merci beaucoup. Question suivante.
Bonsoir, vous parlez des PMI pour le limite de PMA en obésité. Quelle est la différence avec IMC, s'il vous plaît? Merci. C'est la même chose, tout simplement. IMC, c'est en français, BMI, c'est en anglais. BMI, pardon, peut-être que j'ai utilisé le mot anglais, Body Mass Index, c'est comme IMC, indice de masse corporelle. C'est la même chose. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons cette question. Est-ce que le fait d'être stressé peut diminuer les chances en PMA? Belle question. Alors, en principe, le stress tout seul, on ne peut pas dire que ça diminue les chances. Mais c'est vrai qu'on connaît la relation qu'il y a entre le système nerveux et les systèmes endocriniens, donc la production d'hormones. Donc, le stress tout seul, il ne peut pas boucher les trompes, le stress ne peut pas réduire une réserve ovarienne tout d'un coup, c'est clair. Mais le fait d'être constamment stressé, ça peut parfois, dans des situations de stress extrême, on peut même avoir un blocage des règles. Donc, ça peut jouer sur les hormones. Évidemment, nous, on conseille aussi de se faire accompagner, peut-être d'associer aux techniques de reproduction, peut-être des techniques de relaxation, du yoga, de la méditation, des choses qu'on, même lire un livre ou aller à un concert. Voilà, être bien dans sa peau. Merci beaucoup, Dr Moffat. Question suivante. Je me suis fait opérer pour myomectomie par laparotomie avec retrait de 3 fibromes. Pourquoi certains chirurgiens disent que les délais pour tenter une grossesse après cela est de 6 mois post-opération et d'autres disent 1 an? Merci. Voilà, il y a... Parce que, voilà, c'est pas... Donc, ça dépend aussi de l'invasivité de l'intervention. Ça dépend si les fibromes étaient très, très grands, si la cicatrice qui est restée sur l'utérus est très profonde. Il y a des facteurs aussi qui peuvent faire 6 mois, 1 an. Normalement, nous, on conseille au moins 6 mois. En général, dans la plupart des interventions, 6 mois sont suffisants pour pouvoir envisager une grossesse. Évidemment, il faut faire un contrôle post-opératoire à 6 mois et voir qu'il n'y a pas de soucis, des séquelles. Merci beaucoup, Dr Moffat. Alors, pour l'instant, nous n'avons plus de questions. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous voulez nous poser des questions sur la section questions, ou si Madame Boulindera, si vous avez des questions à lui poser au Federica Moffat, n'hésitez pas non plus. Ah, nous avons une tout de suite. Je me permets de la lire. Alors, est-ce qu'à 40 ans et avec une année AMH à 0,27, je peux m'orienter directement vers un double hebdo? Est-ce que le fait d'avoir de la tachycardie peut être un frein pour enclencher ce protocole? Merci, désolée. Donc, sûrement, une AMH 0,27 à 40 ans n'empêche pas de tenter une FIV, mais les probabilités de réussite d'arriver à avoir un embryon en bonne santé, donc une probabilité de grossesse, on doit l'estimer inférieure à 15-20%. Donc, passer directement au double don, ce serait quand même une stratégie d'aller directement vers un traitement qui donne des chances supérieures à 50%. Donc, c'est doubler directement les chances. La tachycardie en soi-même n'est pas une contre-indication au traitement, mais il faudrait voir pourquoi on a une tachycardie. Il faut aller chez un cardiologue, faire peut-être un électrocardiogramme, un échocardiogramme. Peut-être parfois la tachycardie, ça peut être justement peut-être un peu de stress, donc c'est bénin. Ça peut être lié aussi à un malfonctionnement de la thyroïde. Donc il faut étudier cette tachycardie et si tout va bien, ce n'est pas une contre-indication. Merci beaucoup, Dr Moffat. Question suivante. La prolactine est l'hormone pour détecter le stress? Merci beaucoup.
Oui, la prolactine, disons qu'elle s'élève dans des situations de stress, hein, mais elle peut aussi être élevée pour d'autres raisons. Donc, c'est pas parce que j'ai une prolactine élevée que c'est ma faute parce que je suis stressée, hein. Donc, et parfois, des patientes qui sont stressées, finalement, elles ont une prolactine normale parce que le stress n'est pas à un tel degré que la prolactine s'élève. Donc, oui, on considère l'hormone du stress, hein, mais on ne peut pas faire une équivalence totale. Merci beaucoup. Question suivante. J'ai 38 ans, une AMH à 1. Dois-je m'orienter directement vers une FIV en premier? Une insémination peut-elle être faite? Merci. Si la patiente n'a pas derrière elle des tentatives de procréation naturelle ou une histoire d'infertilité, je pense que si les trompes sont ouvertes et il y a une ovulation correcte, donc avec un AMH1, on peut tenter 2-3 inséminations. Mais effectivement, si ça ne marche pas, j'attendrai pas trop longtemps pour passer une FIV. Oui, mais on peut tenter. J'ai une petite Merci question. beaucoup, Dr. Moffat. Pardon. J'ai Bien une sûr, petite allez-y, madame. qui vient d'une membre du groupe, mais qui est en Afrique. Du coup, elle n'a pas un bon réseau. Elle aimerait savoir, en venant d'Afrique pour venir faire un traitement chez Fertilab, pour faire une FIV, combien de temps elle doit réserver pour ça? Oui. Évidemment, toute la partie de première consultation, suivi, préparation, tout ça se fait à distance. Donc, la patiente ne doit pas venir une première fois. Si on reçoit tous les examens, on met en place le traitement à distance. Elle peut aussi démarrer les médicaments dans la première semaine du traitement, même à distance. Et donc, elle doit rester sur place en fonction du traitement. Ça dépend quel type de traitement, mais disons pour une FIV, hein, elle resterait en place peut-être une semaine, 10 jours, je dirais une dizaine de jours. Merci pour elle. Merci beaucoup, Dr. Moffat. Je vais lire la question suivante, mais c'est un peu la même chose que vous venez de dire. Pour un premier contact avec votre clinique, doit-on se déplacer à Barcelone ou on peut faire par Internet? Donc, voilà. Oui, donc on a répondu. Surtout les premières consultations, on fait tout en ligne aujourd'hui. Donc, surtout si les patients ont la possibilité de faire le bilan de fertilité ou les tests qu'on demande pour compléter le diagnostic, on peut toujours faire ça avec son médecin et envoyer les résultats. Ce n'est pas nécessaire de se déplacer pour la première consultation. Merci beaucoup. Question suivante. Comment expliquer que l'on ne répond pas à une stimulation? Gonal 300, AMH 1,4, 39 ans. Merci beaucoup. C'est quand même, voilà, soit c'était un mauvais cycle, hein, ça existe, donc c'est pas de la mathématique, hein, on peut avoir peut-être un cycle dans lequel on avait un kyste, des irrégularités, etc. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais sûrement peut-être je referai le bilan si le bilan n'est pas trop actuel. Et puis, je tenterai peut-être un autre chemin de stimulation. Merci beaucoup, Dr. Moffat. Nous avons cette question. Si on souhaite une grossesse multiple, a-t-on le droit de le demander? Car à mon âge, je préférerais avoir 2 enfants tout de suite à 38 ans plutôt que de recommencer une deuxième grossesse quelques années plus tard. Merci beaucoup. Donc, c'est une question assez délicate parce que les grossesses multiples sont des grossesses dangereuses. Donc, a priori, nous, les médecins, on doit faire un traitement qui ne provoque pas un risque pour la patiente. Et donc,
aller rechercher une grossesse multiple chez une patiente avec le transfert peut-être de plusieurs implants à la fois ou avec une insémination sur plusieurs follicules, ça peut être vraiment dangereux. Donc, en principe, le critère médical, c'est ce qui prime. Je comprends parfois le désir romantique d'avoir 2 enfants à la fois, etc. Mais nous, on a la responsabilité de conseiller la patiente pour sa sécurité, pour la sécurité des enfants, parce que peut-être c'est pas trop compliqué non plus donner une grossesse gemellaire, mais après, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des complications graves pour les enfants et on termine une grossesse avec des bébés très prématurés. En plus, si on est une femme seule, voilà, donc c'est un suivi très compliqué. Je pense qu'on peut risquer de faire des malheureux. Merci beaucoup. Alors, nous avons une dame qui nous écrit que j'ai de l'endométriose. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur ces sujets. Je vais lire la suivante. Alors, bonsoir. Comment sont sélectionnés les donneurs dans le cadre d'une IAD ou FIV? J'ai l'impression que malgré l'anonymat, certaines femmes ont quelques éléments sur les donneurs et d'autres non. Merci beaucoup. Je ne sais pas, ça dépend un peu peut-être de la politique de chaque centre. Mais en Espagne, vraiment, comme il y a l'anonymat, en principe, on est tenu à donner des informations sur l'âge, le groupe sanguin, mais pas d'autres informations. C'est vrai que comme on se base sur le critère de ressemblance phénotypique, on peut aussi donner des informations, soit disons que voilà, que le donneur, effectivement, on l'a choisi sur la base des critères qu'on avait discutés ensemble. Donc, mais on ne peut pas me donner plus que ça. Parfois, on me demande est-ce que le donneur, quel est son travail, de niveau d'études, etc. En principe, on n'est pas censé donner plus d'informations pour éviter de casser l'anonymat. Merci beaucoup, Dr Moffat. Question suivante. Alors, bonsoir. Est-ce que préalablement à une IAD, on prend un traitement pour augmenter les chances de réussite? Merci beaucoup. D'habitude, même si on a dit que les inséminations, c'est des cycles très simples qui reproduisent les conditions naturelles, c'est vrai que surtout quand on fait ça à distance, on préfère donner un accompagnement avec de faibles doses d'hormones pour contrôler mieux l'ovulation. Donc, la réponse est oui. Normalement, on donne un accompagnement, mais ce n'est pas une stimulation tellement forte parce que le but, c'est de reproduire un cycle pratiquement naturel avec un maximum de follicules. Merci beaucoup. Voilà, nous avons cette question. Est-ce que des informations non identifiantes sont données sur les donneurs? Ben, je pense que j'ai déjà répondu. Donc, on donne voilà, des informations générales, mais on ne peut pas aller dans le spécifique. Merci beaucoup. Alors, question suivante. À 34 ans, avec mon AMH à 0,3 et un total de 9 follicules, j'ai une chance avec mes ovocytes. À quel moment on doit penser au double don? Merci. Encore une fois, je pense qu'ici, la plupart des femmes qui participent au débat, c'est des femmes qui n'ont jamais essayé à tomber enceinte. Donc, on parle d'une femme de 34 ans qui a une réserve ovarienne peut-être un peu diminuée, mais je pense qu'on peut tenter au moins 2-3 fois, peut-être par fécondation in vitro, avant de penser au double don. Ça dépend aussi des résultats des cycles. Évidemment, si on fait des tentatives et on n'arrive jamais à obtenir des embryons, évidemment, on passera plus vite au double don. Mais ça, c'est le suivi, c'est le médecin qui doit accompagner la patiente aussi dans la prise de décision. Donc, dire, voilà, on n'a pas la grossesse, mais ça a marché, le cycle de fécondation, on tente une deuxième fois. Ou voir, non, vous n'avez pas eu d'embryon disponible, je vous conseille de passer directement au double don. Donc ça, c'est un chemin qu'on fait ensemble.
Merci beaucoup. Nous avons cette question. Avez-vous une liste de gynécologues en France avec lesquels vous avez l'habitude de travailler? Oui, on a des collaborateurs et on connaît personnellement, moi je connais personnellement des médecins qui nous envoient des patients, puis auxquels nous envoyons des patients pour le bilan de fertilité, pour le suivi folliculaire, après pour le suivi de grossesse. Donc, si la patiente nécessite une référence, on peut donner. Ouais. Merci beaucoup, Dr Moffat. Question suivante. Bonjour, j'ai 35 ans et un seul rang de naissance qui ne pose pas de difficultés. Est-ce un risque en PMA? Merci beaucoup. Si la fonction rénale est bonne, hein, et on a un bon suivi chez un néphrologue et tout va bien, les paramètres sont bons, il n'y a pas de souci pour la PMA. Ça, évidemment, c'est un cas typique dans lequel vraiment une grossesse gemellaire, ce serait contre-indiqué, par exemple. Merci beaucoup. Nous avons cette question. Bonsoir, j'ai 42 et 7 mois. Mon bilan de fertilité effectué il y a 2 ans était bon. Réserve ovarienne satisfaisante. Combien de chances j'ai de tomber enceinte avec une IAD aujourd'hui? Merci beaucoup. Donc, si je me base sur les statistiques, la chance sans IAD, c'est inférieur à 5%. Parce que c'est plus lié à l'âge, encore plus qu'à la réserve ovarienne. Je ferai quand même, comme la réserve ovarienne a été étudiée il y a 2 ans, je ferai quand même un nouveau bilan de réserve ovarienne. Mais ce qu'on ne peut pas changer, c'est vraiment la probabilité liée à l'âge. Donc, je ne peux pas donner plus que 5% statistique. Merci beaucoup. Question suivante. Combien de temps il faut rester sur place pour un double don? Merci. Pardon, je n'ai pas compris. Combien de temps il faut rester sur place pour un double don? Là, strictement, c'est un jour. Pourquoi? Parce que le cycle de fécondation, nous, on le fait à l'avance. Hein? Donc, c'est donneurs et donneuses qui font le cycle de fécondation. Et nous, on met des côtés les blastocystes, donc les embryons, et la patiente, elle vient juste pour le transfert. Donc, un jour, c'est suffisant. Merci beaucoup. Nous avons une dame qui nous adresse cette question. Est-ce que le fait d'avoir des cycles parfois pas très réguliers ne va pas compliquer un protocole de double don pour savoir quel est le bon moment pour le transfert? Oui et non, dans le sens que si les cycles ne sont pas trop réguliers, on va donner un traitement qui n'est pas trop lourd. Ce n'est pas une stimulation ovarienne, hein, c'est simplement une préparation de l'endomètre par médicament et on va soi-disant, guider l'utérus pour être prêt au bon moment. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, nous n'avons plus de questions. Nous avons juste un petit commentaire. Je les lis pour vous. Je voulais vous remercier pour la qualité de vos services. Pour avoir été en contact avec une autre clinique avant, j'ai beaucoup apprécié la qualité de l'accueil, sa personnalisation. Et mon rêve s'est réalisé grâce à vous. Mon petit bébé arrive en février. Mille merci à vous. Bien. C'est toujours bien d'avoir un retour positif. Oui. Donc, bien sûr. Heureusement, on a… Madame Boulindera, oui. Heureuse. Madame Boulindera, peut-être vous avez des questions pour lui poser au docteur Moffat? Toutes les questions étaient balayées et moi, j'ai aussi posé tout ce que j'avais, donc je vous remercie. Et bravo à celle qui attend un enfant. J'ai une idée qui sait en février. Oui. Nous avons une question de plus. Je vais la lire. Est-ce qu'on peut prévoir les moments pour faire une IAD ou FIV par rapport à ces vacances? Je demande. Merci. Oui, dans le sens que si vraiment on veut que le traitement tombe sur des dates concrètes, hein, donc on peut choisir, soi-disant, la semaine,
Si les cycles naturels ne tomberont pas au bon moment, on peut toujours programmer grâce à une pilule. Hein. On peut faire une programmation des cycles grâce à une pilule. Ouais. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut vous choisir, vous, docteur Moffat, comme médecin pour effectuer un protocole chez Fertilab? Vous nous inspirez une grande confiance. Merci. Oui, on peut, évidemment qu'on peut. Dans l'équipe, on est 6 médecins et je totalement confiance avec l'équipe. Hein. Personnellement, voilà, je suis la directrice, mais je peux vous dire que tous les médecins qui travaillent à Fertilab sont vraiment des experts. Donc, c'est possible d'avoir un rendez-vous avec moi, mais voilà, si jamais ça tombe sur un autre médecin, en toute confiance, je peux vous dire que vous tombez bien. Merci. Nous avons une question de plus. Quelle est la durée d'attente pour une insémination artificielle avec don de sperme? Merci beaucoup. On n'a pas de liste d'attente parce que, comme je disais, comme on a notre propre banque de sperme, dès que la patiente a complété son bilan et qu'elle est prête pour démarrer, on se base sur ces cycles et c'est la patiente qui décide. Alors, un instant. Donc voilà, je ne vois plus des questions. Par rapport au tarif, il y a une dame qui nous demande par rapport au tarif. Donc, on serait ravis de vous expliquer tout par mail et on va vous donner un traitement plus personnalisé. Donc, pour l'instant, nous n'avons plus de questions. Donc, bon, avant de finir, je voulais vous rappeler les avantages de la collaboration entre l'association Concevoir en Solo et Fertilab Barcelona. Donc, être adhérente à la plateforme Concevoir en Solo vous permet d'avoir une réduction tarifaire d'8% sur tous nos traitements de PMA. Concevoir en Solo aussi vous permet d'avoir une médiation entre vous et Fertilab. Et être adhérente aussi à la plateforme Concevoir en Solo vous permet de bénéficier d'un coaching gratuit pour être accompagné pendant votre parcours PMA. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à Madame Boulindera sur ses réseaux sociaux. Attendez, parce que j'ai ici une petite question. Peut-être je veux la lire. Voilà, bon, pouvez-vous nous dire les délais pour les doubles dons? Oui. Alors, pour le double don, là aussi, il n'y a pas de liste d'attente, mais c'est clair que pour un double don, il faut mettre en route une donneuse, lui faire un cycle de fécondation. Et donc, je dirais entre quelques semaines, maximum un mois et demi. Hein. Mais ça dépend aussi des caractéristiques de la receveuse, voilà, de son groupe sanguin, de certains critères. Hein, mais voilà, entre 2 semaines et un mois et demi, grosso modo. Merci beaucoup. Je vais lire la dernière question. Bonsoir et merci. Est-ce que le programme pré-transfert est mieux de les prendre par voie orale ou vaginale? Ah, Provamès, ok. Si les Provamès. Provamès, pardon, oui. J'ai lu Provamès. En général, on donne par voie orale. Parfois, on associe la voie vaginale chez les patientes qui vraiment ont une mauvaise réponse pour essayer de booster. Mais donc, la voie orale, c'est la typique. Hein. Donc, normalement, on commence par la voie orale. D'accord. Nous avons une autre question. J'ai 40 ans et une AMH 0,49, FSH 13,9 et du diabète. Pensez-vous que je puisse tenter une IAD ou dois-je m'orienter vers les doubles dons? Merci beaucoup. Ça, encore une fois, c'est une situation dans laquelle les chances en IAD sont très limitées, mais ne sont pas zéro. Donc, chez une patiente qui n'a jamais tenté, on peut tenter. Évidemment, le diabète, donc ça pose un risque pour la grossesse
pas par rapport à la technique qu'on applique en soi-même. Mais donc ça doit être quand même étudié avant de démarrer quoi que ce soit, insémination ou double don. Moi, je serais en tout cas de voir bien donc le tas par rapport au diabète, et puis elle peut tenter aussi peut-être 1 ou 2 inséminations. Merci beaucoup. Bon, ben voilà. Merci beaucoup, Dr. Federica Moffat. Bijou Lindera, et merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir accompagnés pendant ces webinaires et de nous avoir posé des questions. Notre équipe d'assistantes médicales sera heureuse d'aider tous les adhérents de l'association Concevoir en Solo. N'oubliez pas que nous offrons de conditions spéciales pour que votre rêve devienne réalité avec nous. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes. Bonne nuit.